Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours dans l'exploration biologique rénale. On a vu ensemble la dernière fois la chimie urinaire. Maintenant, on va continuer avec le protocole. C'est-à-dire, on va voir la phase préanalytique et la phase analytique. Donc, pour la phase préanalytique, l'échantillon il doit être émis après une toilette génitale et récolté au milieu du jet dans un récipient non centrifugé homogénéisé, traité au plus vite dans les 2 heures après la miction et émis dans un récipient propre sans aucune trace de détergent. Pour les bandelettes, quelles sont les conditions? Ils doivent être conservés au sec à température inférieure à 30 et jamais au réfrigérateur, utilisés avant la date de péremption indiquée sur l'emballage et ne jamais être réutilisés ou coupés. Le flacon contenant les bandelettes doit être refermé immédiatement après usage avec le bouchon. Pour ce qui concerne la phase préanalytique. Maintenant, comment on effectue la chimie urinaire au niveau laboratoire. Donc, une fois le flacon est reçu, on doit le mélanger, homogénéiser avec un petit agitateur ouvert, ou bien on effectue l'agitation par un retournement avec les mains. Sortir la bandelette de son étui sans toucher les zones réactives, plonger la bandelette et la retirer immédiatement, tapoter la tranche de la bandelette contre le récipient afin d'éliminer l'urine excédentaire. Attendre le temps préconisé par le fabricant, généralement entre 30 secondes 2 à 3 minutes, comparer la bandelette avec la gamme colorimétrique indiquée sur l'emballage et enfin noter les résultats puis jeter la bandelette dans la poubelle à incinérer. Remarque, les réactions chimiques sont très sensibles et peuvent engendrer les faux positifs. Donc, je vous donne un exemple, les médicaments, la vitamine C, surtout, elle donne des faux positifs, les traces antiseptiques, un apport alimentaire important en nitrite ou fortement coloré, par exemple la betterave. Maintenant, on va explorer les urines de 24 heures. Une fois l'échantillon est reçu au laboratoire, la première des choses à faire, c'est calculer la diurèse. La diurèse, c'est quoi? C'est calculer le volume total des urines de 24 heures. Alors, si on a un volume entre 0,75 et 2 litres par 24 heures, donc il s'agit d'une diurèse normale. Par contre, si elle est supérieure à 2 litres, on parlera de la polyurie. La polyurie, elle est due soit à une élimination des substances osmotiquement actives ou la diminution de nombre de glomérules fonctionnels au cours d'une insuffisance rénale chronique. Par contre, si on a un volume inférieur à 0,6 litres par 24 heures, on parlera d'une oligurie et inférieur à 0,1, on parlera d'une anurie. Les deux heads oligurie et anurie, on les observe au cours d'une insuffisance rénale aiguë. Ce n'est pas chronique, aiguë. Remarque, une diurèse normale n'exclut pas une anomalie de la fonction rénale. Et une oligurie et polyurie peuvent être physiologiques. Maintenant, quels sont les paramètres biochimiques qu'on dose au niveau des urines de 24 heures? On a l'ionogramme urinaire couplé à l'ionogramme sanguin. Donc, on va juste citer les normes parce que les méthodes de dosage et les principes, on les a vus ensemble dans la vidéo précédente. Donc, le sodium urinaire doit être entre 50 et 220 milliequivalents par 24 heures. Le potassium entre 20 et 130 milliequivalents par 24 heures. Et le chlore entre 170 à 250 milliequivalents par 24 heures. Alors, le dosage de sodium dans les urines a un intérêt. C'est quoi le but? C'est pour distinguer entre une insuffisance rénale aiguë, fonctionnelle et organique. Comment on va le savoir? On effectue un rapport entre le sodium urinaire et le potassium urinaire. Si le rapport est supérieur à 1, donc il s'agit d'une insuffisance rénale organique. Si le rapport est inférieur à 1, donc il s'agit d'une insuffisance rénale fonctionnelle. Dans le cas d'une hypovolémie, le volume il est très bas suite à un fluide extra-rénal du sodium.
Dans certains cas, on doit corriger la natrémie par rapport à la glycémie. Si par exemple on a une hyperglycémie, c'est-à-dire augmentation de la concentration du glucose dans le sang, et on sait que le glucose est une molécule osmotiquement active, c'est-à-dire il y a un appel d'eau du secteur intracellulaire vers les secteurs extracellulaires, donc on a une fausse hyponatrémie. C'est pour ça qu'on doit la corriger par cette formule qui dit donc sodium corrigé est égal à sodium mesuré plus soit 1,6 fois la glycémie en grammes par litre moins 1 ou là plus 0,3 fois la glycémie en millimol par litre moins 5. Une autre remarque, il faut centrifuger les urines avant l'analyse et pour ce qui concerne la conservation, on peut conserver les urines 24 heures à une semaine à plus 4 degrés ou bien un mois à moins 20 degrés. Aussi la créatinine dans les urines, bien sûr le prélèvement c'est les urines de 24 heures, mais cette fois-ci on doit diluer l'urine à 1 sur 50 ou 1 sur 100. Pourquoi? Parce que la créatinine dans les urines, elle est entre 1 gramme et 2 grammes par 24 heures qui dépasse la linéarité. Donc, c'est quoi l'intérêt de la créatinurie? C'est pour calculer la clairance de la créatinine. Maintenant, aussi, on peut doser dans les urines de 24 heures l'urée et l'acide urique. Alors, les deux paramètres nous renseignent sur l'apport alimentaire en protéines et sur l'importance du catabolisme endogène. Alors, pour ce qui concerne l'urée, donc, pour doser l'urée, on doit diluer l'urine à 1 centième parce que l'urée dans les urines est très concentrée entre 15 à 30 grammes par 24 heures qui dépasse la linéarité. Et puis, on va effectuer un rapport entre l'urée urinaire et l'urée plasmatique, il doit être supérieur à 20. S'il est inférieur à 10, donc il s'agit d'une insuffisance rénale. Et aussi, une autre information, l'urée, il témoigne aussi du pouvoir de concentration des urines. Maintenant, pour l'acide urique, pourquoi on le dose? Il est justifié en cas de goutte et lithiase urique. Alors, les prélèvements, toujours l'urine de 24 heures, mais cette fois-ci, l'urine est alcalinisée par le NaOH. C'est quoi le but? C'est pour éviter la précipitation de l'urate de sodium sous forme de l'acide urique. Et on doit aussi diluer l'urine à 1 dixième parce que l'acide urique dans les urines, il est entre 400 et 800 mg par 24 heures, ce qui dépasse la linéarité. On dose aussi le calcium dans les urines de 24 heures dans un récipient décalcifié par l'HCl dilué, sans antiseptique. Les urines, cette fois-ci, doivent être acidifiées par l'HCl à un pH inférieur à 1 avant le dosage. C'est quoi l'intérêt? C'est pour dissoudre les complexes avec le phosphate et l'oxalate. Les normes du calcium dans les urines, c'est inférieur à 250 mg par 24 heures chez la femme. Par contre, chez l'homme, c'est inférieur à 300 mg par 24 heures. Alors, il faut savoir qu'il existe une variation intra-individuelle due à des facteurs alimentaires. Donc, ce qu'il faut faire, il faut répéter le dosage 2 ou 3 jours de suite. C'est comme dans le cas des patients hospitalisés. Donc, pour explorer le bilan phosphocalcique, on doit doser le calcium et phosphate sanguin et urinaire pendant 3 jours de suite. Alors, l'intérêt en néphrologie est la calciurie déterminée dans le cadre de l'exploration du risque de lithiase rénale, de l'acidose tubulaire distale où elle est très élevée et l'hyperparathyroïdie secondaire à l'atteinte rénale. Maintenant, la protéinurie. La protéinurie, c'est la plus fréquente des anomalies urinaires. C'est quoi? C'est la présence des protéines dans les urines, qu'elles soient physiologiques ou pathologiques. On parlera d'une protéinurie physiologique si le taux il est inférieur à 150 mg par 24 heures. Elle est faite de 60% de l'albumine d'origine plasmatique et 30% des protéines d'origine rénale, par exemple la protéine Tamm-Harsfeld. On parlera d'une protéinurie pathologique dans le cas où le taux est supérieur à 150 mg par 24 heures et possède un caractère permanent classé en 3 groupes. Si le taux est supérieur à 3 grammes,
à 24 heures. C'est une protéinurie d'origine glomérulaire. Elle est liée à une altération de la membrane glomérulaire et elle peut être soit sélective, c'est-à-dire on va retrouver 80% d'albumine. Non sélective, c'est toutes les protéines du plasma passent dans les urines, le plus souvent irréversible. Maintenant, les marqueurs glomérulaires, c'est l'albumine, IgG et la transférine. Si le taux, par contre, il est inférieur à 1 gramme, on parlera d'une protéinurie d'origine tubulaire. Il s'agit de globulines de faible poids moléculaire, c'est la bêta-microglobuline, les enzymes et les chaînes légères. Elles traduisent un défaut de réabsorption dû à des lésions tubulaires. Et on peut avoir une protéinurie de surcharge, elle est prérénale, dans le cas où la capacité de réabsorption tubulaire elle est dépassée. Donc du coup, on aura une excrétion dans les urines et la plus fréquente, c'est la protéine de Best-Jones qu'on la retrouve au cours des gammapathies. Les protéinuries peuvent être intermittentes, c'est-à-dire transitoires, dans le cas d'une protéinurie défaut orthostatique. Et l'intérêt de la protéinurie, c'est permet de nous renseigner sur l'intégrité du filtre glomérulaire. Alors, par quoi on fait le dépistage? C'est par la bandelette urinaire, c'est-à-dire effectuer la chimie urinaire. Si on retrouve les protéines positives, on doit passer à l'étape suivante qui est l'étude quantitative, c'est-à-dire repose sur les techniques colorimétriques. On va doser les protéines par le bleu de Comassi ou le rouge pyrogalol. Il s'agit de fixation des colorants sur les protéines et le résultat exprimé en grammes ou bien milligrammes par 24 heures. Une fois on a calculé le taux de protéines dans les urines, on doit passer à l'étude qualitative, c'est-à-dire typer la protéine en cause en réalisant une électrophorèse ou l'immunofixation. Je vais détailler les deux techniques rouge pyrogalol et bleu Comassi. Alors pour la rouge pyrogalol, c'est une technique très utilisée au laboratoire et elle est automatisable. Donc en milieu acide et à pH à 2,5, le complexe molybdate rouge de pyrogalol, il se combine avec les protéines pour donner un colorant bleu stable 30 minutes, bien sûr à la longueur d'onde de 600 nanomètres. Alors, la sensibilité elle est de 0,5 g par litre et le domaine de mesure il est de 5 g par litre. Alors, l'inconvénient de cette technique, qu'il existe une interférence avec l'hémoglobine. Par contre, le bleu de Comassi, aussi en milieu acide, ce colorant se fixe sur les protéines pour donner une coloration qui est stable 1 heure et la longueur d'onde c'est à 595 nanomètres. L'ajout de STS il augmente la réactivité des globulines, c'est-à-dire elle augmente la sensibilité jusqu'à 0,05 g par litre, c'est-à-dire elle est très sensible par rapport à rouge pyrogalol et la linéarité elle est de 1 g, c'est-à-dire ce qui est un inconvénient. Donc le domaine de mesure il est étroit et aussi elle est non automatisable, elle n'est pas utilisée au laboratoire. Pourquoi? Parce qu'il y a une adsorption sur les tubulures, ce qui va endommager l'automate et le réactif il est corrosif. Le dernier paramètre, c'est la microalbuminurie, qui est une excrétion d'albumine dans les urines et généralement significative d'une atteinte rénale. Alors, en cas d'une néphropathie déclarée, si le taux de l'albumine urinaire est supérieur à 300 mg, on parlera d'une macroalbuminurie. Par contre, si le taux de l'albumine entre 30 et 300 mg par jour, là, on parlera d'une microalbuminurie. Alors, ce paramètre, il est indiqué chez la femme enceinte, chez un patient présentant l'HTA et ou bien un diabète. Pourquoi le diabète? Parce que c'est un facteur de risque de développer une néphropathie. Alors, l'intérêt de la microalbuminurie, c'est une valeur prédictive de l'apparition d'une néphropathie chez les diabétiques. Alors, le dosage il s'effectue par des techniques immunologiques, immunoturbidimétrie, immunonéphilémétrie. La méthode de référence est le radio-immunoessai et elle est non détectable bien sûr par la bandelette urinaire. Pourquoi? Parce qu'il est inférieur au seuil. Les normes de la microalbuminurie c'est inférieur à 30 mg par gramme de créa. Et remarque, il faut savoir que l'albumine urinaire il augmente aussi dans le cas d'exercice physique et au cours d'une infection urinaire.
L'examen urinaire qu'on doit réaliser, c'est rechercher les éléments cytobactériologiques. Alors, les globules rouges doivent être inférieurs à 5 par millimètre cube, globules blancs 0 ou inférieurs à 10 fois 10 puissance 3 par millilitre. Rechercher les cylindres protéiques d'origine tubulaire, mais ils ont peu de signification pathologique. Les cylindres hématiques, il indique qu'il existe une hématurée qui vient du parenchyme rénal, en particulier des glomérules. Rechercher les cylindres leucocytaires qui représentent un état inflammatoire du parenchyme rénal. Les cristaux, ils ont peu de signification pathologique et la présence, bien sûr, des germes à l'examen direct nécessite une uroculture. Voilà, on a terminé avec les examens urinaires pour explorer la fonction rénale. La prochaine vidéo, on va continuer avec l'exploration spécialisée.